Comprendre les émotions. L'émotion, c'est une chose qu'on ne peut pas gérer parce que le mot gérer n'est pas le bon mot et ne fonctionne pas, comme on pourrait, gérer une entreprise, gérer, les calculs mathématiques ou ce genre de choses. Une émotion, c'est vraiment un message qui vient dans notre corps et ça arrive d'abord dans le corps et c'est pour ça que souvent c'est désagréable parce que ce qu'on peut envoyer dans notre corps, c'est plutôt quelque chose qui secoue et nos émotions, comme elles ont besoin de nous envoyer un message important, bah, elles nous secouent. C'est pour ça. Une fois que c'est arrivé dans le corps, là, il y a différentes choses qui se passent. Soit vous acceptez plutôt positivement ce qui s'est passé dans votre corps et là, ça monte au niveau des pensées et vous avez une sorte d'analyse de ce qui vient de vous arriver et vous pouvez vous dire: «Ah tiens, OK, j'ai ressenti ça et OK, j'analyse ce qui m'arrive». Ou vous pouvez lutter contre ce que vous avez ressenti et vous mettre à penser, à critiquer, à refuser au niveau de vos pensées et forcément, ça va créer à nouveau une autre émotion parce qu'il y a vos pensées qui vous disent: «Oh, tu ressens un truc, qui va pas bien du tout, tu devrais pas ressentir ça, tu dois gérer ce truc» et moi personnellement, rien que quand je me le dis comme ça, je suis déjà stressée, hein. Je le fais juste pour la démo, mais ça marche très bien sur moi, hein. Tu dois pas faire ça, tu dois pas ressentir ça. Là, ça y est, hein, je suis en hyperventilation, ça va très, très mal. Est-ce que vous voyez ce double effet, le truc qui je ressens dans mon corps quelque chose de pas très agréable parce que tous les messages du corps sont pas agréables, hein. Quand on a faim, c'est pas agréable, quand on a besoin d'aller aux toilettes, c'est pas agréable, rien n'est très, très agréable, dans notre corps, en fait, tous les messages de notre corps, doivent nous alerter. Donc si, notre corps, il nous faisait une petite caresse sympa ou un petit, un ressenti, plutôt, cool, on n'y ferait pas forcément attention à ces émotions et donc toutes nos émotions, elles ont un peu un besoin, urgent, une sorte de une délivrance qui vient nous dire, hé, alerte, il se passe quelque chose, tu dois l'écouter et bon ensuite tu en fais ce que tu veux, mais moi j'ai un job à faire, c'est, de venir te donner ce message et donc forcément la sensation, elle est souvent désagréable et d'ailleurs, peut-être vous avez déjà remarqué, quand vous avez une grande joie, dans votre corps, c'est pas forcément très agréable. Vous avez déjà remarqué ça? Que les grandes joies, corporellement, vous pouvez aussi avoir, le cœur qui bat très vite, être, un peu à bout de souffle, avoir, la gorge serrée. Alors Anthony nous dit: «Sauf pour l'émotion d'amour», bah, vous avez quand même des symptômes physiques, qui peuvent faire peur parfois. Moi, j'accompagne des personnes en thérapie qui peuvent avoir, très peur des relations intimes parce que, un rythme cardiaque, qui bat super fort, le souffle qui va vite, c'est exactement les mêmes symptômes, qu'une crise d'angoisse, hein. Sauf que vous n'avez pas les mêmes pensées qui sont associées. Quand vous faites une crise d'angoisse, vous vous dites: «Oh mon Dieu, c'est pas du tout normal, je suis pas censé ressentir ça». Alors que, quand vous faites du sport ou quand vous faites l'amour, vous trouvez pas ça bizarre d'avoir le rythme cardiaque qui bat super vite et d'avoir des symptômes physiques étonnants. Mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est juste que votre corps, il a pas des millions de manières de vous montrer l'émotion et c'est je vous dis ça pour vous rassurer parce que si vous faites des crises d'angoisse, vous pouvez vous dire: «C'est un petit peu comme si je faisais l'amour», finalement. Alors de l'amour moins fun, on va dire ça comme ça, vraiment moins fun, mais en termes de symptômes, le cœur qui bat vite, le manque de souffle, la gorge serrée, un peu la tête qui tourne, vous pouvez avoir les mêmes signaux corporels et le fait de pouvoir se prendre du recul et s'éloigner, se dire: «OK, ce sont des signaux corporels. Je peux commencer par écouter ce que me dit mon corps pour ensuite pouvoir aller écouter ce que me dit mon émotion». Oui, en vraiment moins fun. Mais oui, mais en même temps, vous ferez attention la prochaine fois que vous faites soit l'un soit l'autre, de vérifier, de vraiment regarder les symptômes physiques et en fait, ils sont assez semblables et c'est étonnant dit comme ça, mais en vrai, notre corps a peu de moyens
de nous envoyer des messages. Donc quand il veut nous envoyer un message, qu'il soit positif ou négatif, il accélère le rythme cardiaque, il accélère la respiration. Forcément, ça nous fait monter le sang au cerveau. On a un peu la vision périphérique, qui est floutée. On peut avoir les mains moites. Tous ces symptômes, ils peuvent se retrouver dans une émotion positive ou dans une émotion négative. Et ce qui vient noircir le tableau de votre émotion, c'est le jugement que nos pensées vont faire quand elles vont observer l'émotion. Elles vont dire: «Ah, c'est une émotion négative. Ah, c'est une émotion que je devrais pas ressentir». C'est que les émotions, c'est des messagers qui, nous aident à nous adapter au monde et à ce qui nous arrive. Et donc ces réponses qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, elles viennent influencer nos pensées, elles viennent influencer nos comportements et elle influence aussi bien évidemment tout notre corps avec toutes les réactions physiologiques, qu'il peut avoir. En tout cas, nos émotions, si vous pouviez les voir comme, des outils adaptatifs à notre monde, ordinaire, vous auriez pas forcément la même réaction quand elles arrivent. Si, je vois un ami qui arrive chez moi, je vais pas avoir la même réaction que si je vois un ennemi qui toque à ma porte. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous voyez vos émotions comme des ennemis, comme des choses négatives qu'il faudrait ne pas ressentir, c'est pas du tout la même chose que si vous les voyez comme, des outils qui vont vous rendre service en venant vous donner des informations utiles ou inutiles. Parce qu'il faut reconnaître que parfois nos émotions nous donnent des informations inutiles, mais ça vous regarde d'en faire quelque chose ou pas. En fait, l'émotion, son travail, c'est de venir vous apporter un message et que le message soit génialissime ou, plutôt, bof bof, pour elle, elle a fait son travail. Et donc c'est en ça que, l'émotion, elle ne juge pas le message qu'elle apporte. C'est vraiment le messager. Et donc quand votre émotion arrive, tout comme, quand le facteur vous apporte une lettre, de relance des impôts ou un truc dans le genre, vous n'avez pas envie de frapper le facteur. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est pas le messager qu'il faut frapper dans cette métaphore. Vous voyez ce que je veux dire par là? L'émotion, c'est le messager. Ce qu'elle vous apporte, que ce soit vrai, pas vrai, exagéré ou au contraire parfois sous-estimé, parce qu'il y a certaines émotions qui font mal leur travail et qui vous apportent pas finalement les bons messages. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'accueillir pour pouvoir ensuite dire et traiter le message. OK, est-ce que le message qu'elle m'a apporté, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Est-ce qu'il m'est utile? Est-ce qu'il est réel? Et ensuite réagir. Et c'est ce que je vais vous expliquer avec mes petits schémas. Je me suis dit qu'aujourd'hui pour le live, j'allais vous faire des petits schémas pour vous expliquer ça. C'est vraiment la base et le fondement du travail dans les thérapies émotionnelles, cognitives et comportementales, cette idée qu'on fonctionne chaque jour dans une sorte de rond-point. Nos pensées influencent nos comportements, qui influencent nos émotions, qui influencent à leur tour nos pensées, qui influencent nos émotions, qui influencent nos comportements. Et dans ce rond-point, on peut tourner dans les 2 sens et selon, ce qu'on va ressentir au milieu, selon ce qui nous arrive, selon la situation, on va ressentir une émotion positive. Alors quand c'est positif, ça fonctionne plutôt bien. Notre émotion positive, elle envoie un signal agréable dans le corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, des fois pas super agréable non plus, mais comme l'émotion, elle est vite, jugée positive par nos pensées, on laisse couler le fait que l'émotion corporelle était pas génialissime, quoi. Et cette émotion qui provoque une sensation, notre cerveau l'interprète comme étant une sensation positive et une émotion positive. On se dit: «OK, super, comment je fais pour en avoir plus?» On fonctionne tous comme ça. Quand il nous arrive un truc positif, notre cerveau, il cherche qu'une seule chose dans sa tête: «Comment je vais faire pour en avoir plus?» Et là, on veut être dans une action qui vise à avoir, soit que cette émotion, elle dure longtemps. Quand on a de la joie, on veut qu'elle dure longtemps et d'ailleurs, parfois, on se met à se stresser tout seul parce qu'on vient d'avoir une joie, qu'on voudrait qu'elle dure longtemps et qu'on se rend compte qu'elle va se terminer. Parce que, je sais pas, on voit des amis ou de la famille qu'on n'a pas vus depuis super longtemps, on sait qu'il reste que 2 heures, on est tellement heureux de les voir
qu'on finit par en être triste parce qu'on sait que ça va pas durer longtemps et que notre cerveau, il est là à réfléchir: «Comment faire pour que ça dure longtemps? Comment faire pour que ça dure longtemps?» On peut venir tuer notre joie à en vouloir plus. Donc du coup, pour illustrer ce cercle vertueux ou vicieux, on y arrive. Je l'ai mis en rose pour que ce soit plus sympa. Parce que en vrai, pour aller plus vite, on parle d'émotions positives et d'émotions négatives, mais ce serait plus juste de parler d'émotions douloureuses. Donc là, l'émotion douloureuse, quand il nous arrive quelque chose qui vient provoquer une émotion douloureuse, cette émotion, elle vient pour nous prévenir d'un problème. Elle nous prévient d'un problème et elle envoie un signal désagréable dans le corps, du coup. C'est un peu le signal d'alarme, un peu comme votre alarme de maison qui se met à sonner. Je pense que si vous paramétrez votre alarme Vérissure sur un petit chant de joyeux anniversaire, pas beaucoup de voleurs, vont être flippés d'entendre votre alarme. Donc notre corps, c'est la même chose. Il envoie le gros, bip bip de Vérissure. Je sais pas si vous avez déjà testé de vous retrouver chez vous avec l'alarme qui sonne. C'est difficile physiquement d'y tenir. Ben, l'émotion, vous pouvez l'avoir de la même manière. Une alarme qui sonne pour vous prévenir qu'il y a un danger. Après, est-ce que ce danger, c'est mon chat qui vient de passer devant l'alarme ou est-ce que c'est un vrai voleur qui vient de passer devant l'alarme? C'est deux choses différentes. Mais ça, c'est à vous, au niveau de vos pensées, d'analyser la situation, d'analyser le message envoyé par votre émotion pour pouvoir ensuite dire comment j'y réagis et de quelle manière. Et ça, c'est entre guillemets la bonne manière de réagir à ces émotions. Quand on veut au contraire fuir la sensation désagréable et que notre seul but, notre seule action, ça va être de nous dire comment je vais faire pour plus ressentir cette émotion qui me saoule. Je me le dis des fois, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Comment je vais bien pouvoir faire pour plus ressentir cette émotion? Eh bien, si c'est ça votre but, c'est que vous avez, entre guillemets, «oublié» d'écouter le message et que vous vous focalisez sur, anéantir l'émotion, plutôt que résoudre le problème, dont elle est venue vous parler. Je ne sais pas si c'est super clair, mais je vais vous le reformuler d'autres manières au fur et à mesure du live. Donc c'est pour ça que l'idée de gérer ses émotions, c'est un cercle vicieux qui va vous créer toujours plus d'émotions parce que: «Ah, je ressens une émotion, ah, c'est désagréable, ah, j'ai pas envie de le ressentir. Qu'est-ce que je vais faire pour plus ressentir cette émotion? Ah ben, je vais essayer de la fuir, je vais essayer de plus aller dans ces endroits parce qu'ils me font ressentir une émotion négative. Je vais essayer de plus faire ces activités parce qu'ils me font ressentir une émotion négative». Et au fur et à mesure, je vais me mettre à fuir tout ce qui pourrait provoquer de l'émotion désagréable. Et plus je fuis, plus j'ai peur de ce que je fuis et plus j'ai d'émotions douloureuses. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce rond-point infernal? On va l'appeler comme ça. Est-ce que ça vous parle, mon rond-point infernal? Ou est-ce que je vous ai tous endormis avec ma voix de botanique du cœur? Bon, super. Encore un Facebook user qui est réveillé. On ressent une émotion, elle nous fait peur ou elle est douloureuse. On veut la fuir, on veut la rejeter parce qu'elle provoque en nous une autre pensée négative. On dit: «Non, je veux pas ressentir ça». Deuxième pensée, du coup, deuxième émotion désagréable et forcément, deuxième réaction, fuite ou rejet qui crée ensuite une autre pensée négative qui va encore une fois m'amener à vouloir fuir ce truc ou à le rejeter ou à me critiquer et me culpabiliser d'avoir eu cette émotion. Et là, quand on met la culpabilité au milieu du truc, là, on a le rond-point parfait là. Le rond-point de l'extrême. Je veux dire, la culpabilité, c'est la petite goutte d'eau qui vient tomber sur votre rond-point, histoire de bien vous finir votre journée. C'est merveilleux. Donc quand vous êtes dans ce rond-point diabolique, vous vous souviendrez de moi et de mon histoire de rond-point diabolique. Vous avez 3 voies de sortie. Les 3 voies de sortie du rond-point diabolique, je vais retourner sur ma feuille du rond-point. Vous pouvez sortir du rond-point par la voie de l'émotion. Il faut pas vaincre la culpabilité, Jamila. Non, 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 non. On essaye de vaincre personne à l'intérieur de nous. Si vous voulez tuer un truc à l'intérieur de vous,
C'est déjà pas le bon on n'est pas dans le bon schéma. C'est ça le secret. Le secret, c'est de pas vaincre du tout. Le secret, c'est de leur ouvrir la porte, de les inviter à s'asseoir à côté de vous. Bon, en vrai, ils sont déjà dedans la maison, hein. C'est c'est là où on s'est clairement fait avoir avec nos émotions. On croit toujours qu'elles viennent de l'extérieur, mais elles sont déjà chez vous, hein. Elles sont bien installées dans votre canapé avec vous, à côté. Qui sont les 2 émotions à côté de vous? Qui sont les 2 émotions toujours assises à côté de vous? Allez, on fait un petit quiz. C'est quoi vos meilleures amies émotionnelles qui sont tout le temps assises, une à droite, une à gauche? Alors, je connais bien Peur et anxiété de Méli-Mélo. Joie et haine, alors j'espère qu'elles s'équilibrent, ça peut être un peu mieux. La peur et la joie, c'est bien quand on a au moins une sur 2 qui est une sur 2 qui est sympa, c'est un peu moins pire que peur et colère de Facebook user. Je le dis en riant, mais je vous rassure, j'ai les mêmes, hein. Je suis pas du tout épargnée. Le jour où on a notre diplôme, de psychologue, on est absolu personne vient nous retirer nos émotions. Non, non, j'ai exactement les mêmes que vous, donc je comprends bien, c'est je les imagine bien et le fait d'imaginer nos émotions sont 2 personnages assis à côté de nous, de vraiment voir leur tête, de se dire: «OK, j'ai peur et j'ai culpabilité à ma gauche. Salut, tu as une drôle de tête toi». Ça, c'est déjà sortir du rond-point. Le jour où vous êtes dans le rond-point infernal, que vous voulez plus ressentir cette émotion, vous dites: «OK, attends, 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 attends. L'émotion, elle est déjà là. Elle est déjà avec moi. Elle est déjà assise ici. Je viens d'en créer une deuxième là parce que je me suis énervée contre la première. Donc maintenant, je vais discuter avec elles. Quel est le message qu'elles ont envie de me donner?» Enfin, c'est pas envie, c'est que plutôt besoin. Vos émotions, c'est pas un choix, hein, c'est vraiment un besoin. Elles repèrent quelque chose dans l'environnement, elles viennent vous prévenir, c'est, illico presto. Par exemple, vous voyez, le téléphone de votre compagnon, s'allumer avec, quelqu'un qui envoie un texto avec des petits cœurs, love love, slash je t'aime et vous êtes à côté de votre mari et vous venez absolument pas de lui envoyer un texto. Vous allez obligatoirement ressentir une émotion immédiate. C'est votre jalousie qui va se pointer et qui va vous dire: «Alerte rouge, il y a un gros problème. Ton mari vient de recevoir un texto chelou et il faut y faire quelque chose». Et ça, c'est le message de l'émotion. Vous pouvez vous énerver sur votre jalousie. Bon, dans ce cas-là, généralement, tout le monde s'énerve sur le mari, hein, pas sur son émotion. C'est un mauvais exemple que je vous ai pris, parce que généralement on traite le message sur ce genre de scénario. Mais il y a beaucoup d'autres émotions qui envoient un message moins clair et quand il y a une situation qui arrive, on peut se demander: «Pourquoi je ressens une émotion?» Je suis là, je suis tranquille, je fais rien de spécial et d'un coup, je suis envahie par de l'anxiété. C'est là qu'il y a comme un bug entre vos pensées et la situation. Vous, vous étiez tranquille, votre corps il bougeait pas. Ouais, les ronds-points. Émilie qui dit: «C'est rond-point» avec le petit smiley. C'est exactement ça. C'est vraiment le rond-point infernal. Vous étiez là, vous étiez tranquille. D'un coup, un rond-point s'actionne en vous. Une émotion négative qui arrive, je repars sur mon émotion douloureuse, qui vous provoque une sensation désagréable, sauf que votre pensée, elle analyse le truc, elle se dit: «Non mais attends, je suis là, je suis tranquille, je ne fais rien, pourquoi est-ce que je ressens de l'anxiété?» Et là, votre réaction et c'est à ce moment-là qu'on a une petite porte de sortie, quand votre réaction, elle est de vous attaquer à votre émotion en disant: «Non, je dois pas ressentir d'anxiété, ça me saoule, je dois aller bien, c'est pas possible, j'étais tranquille, j'avais envie d'aller bien, pourquoi je suis anxieux?» Ça, quand vous voyez que vous êtes en train de faire ça, c'est que vous êtes piégé dans le rond-point infernal. Porte de sortie, qu'est-ce que je peux faire pour traiter mon anxiété? La traiter dans le sens, entendre son message. Parce qu'en fait, elles ont vraiment toujours un truc à nous dire, hein. C'est fascinant quand on se met à écouter. Au début, on n'en a jamais envie, hein. Moi, personne dans mes accompagnements arrive en séance en disant: «Oh, j'ai trop envie d'aller explorer mes émotions douloureuses», hein. Je me méfie d'ailleurs si quelqu'un arrive super enjoué à l'idée d'aller, explorer, toutes ces émotions douloureuses, je vais trouver ça légèrement louche. Mais si vous allez voir,
Même des émotions bizarres que vous dites: «Mais pourquoi je ressens cette émotion? Ça n'a aucun sens». Hem, des crises d'angoisse, par exemple. Pourquoi je ressens une crise d'angoisse, dans le métro? J'ai l'impression que je vais mourir. Alors certes, ça sent mauvais, certes, ils sont tout le temps en retard, certes, il y a tout le temps des pannes, certes, il y a plein de trucs pas cool, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais mourir? Il y a un décalage et c'est là où on perd l'esprit, en fait, et c'est pour ça qu'on s'énerve contre notre émotion. Et en vrai, bah, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous vous énervez contre votre émotion, que vous n'allez pas jusqu'au bout d'entendre son message, vous n'allez pas jusqu'au centre du rond-point et du coup, elle reste et ça tourne. Le troisième manière de sortir du rond-point, c'est de réfléchir, au niveau vraiment de vos pensées, à, un peu plus consciemment, à essayer de discuter avec votre émotion pour, remettre en question son message. Et si vous arrivez à la convaincre que son message est inutile, erroné ou, bizarre, et je vous assure que votre émotion va se taire. Et enfin se taire, pas méchamment, va s'apaiser, va s'évanouir. Quand vous arrivez à convaincre, cognitivement votre propre émotion, comme si vous vous parliez à vous-même, ça fait un peu bizarre. La psy qui vous dit de vous parler à vous-même, c'est pas grave. Là, vous allez pouvoir tchic, déconnecter l'émotion. En fait, sa mission est accomplie. Elle se rend compte que son message, n'avait pas vocation, d'être un bon message émotionnel, donc elle s'en va. Donc vous avez ces 3 voies pour pouvoir sortir du rond-point infernal, la voie des émotions, la voie des pensées et la voie des actions. Nos émotions, elles ont besoin qu'on les écoute sans jugement, parce que la critique, c'est généralement la première pensée qu'on a. On vient critiquer notre émotion et la première chose que vous pouvez faire, c'est de les observer un peu avec curiosité. Toujours mon idée, de s'imaginer une émotion comme, quelqu'un qui se pointe chez vous, qui s'assoit à côté de vous dans le canapé. Vous l'avez pas invité, vous savez pas comment il est rentré, mais maintenant il est assis à côté de vous sur le canapé. «Salut! Tu voulais quoi? Que se passe-t-il?» Observer avec curiosité, sans le rejeter, sans appeler la police, sans, lui dire qu'il doit pas être là, qu'il a rien à faire ici. Donc ça, si vous pouvez garder cette métaphore un peu drôle. Alors il y a une jeune fille que j'accompagne, qui, me trouve très drôle et alors je sais pas si elle est là ce soir, mais elle me dit que je suis la psychologue la plus drôle du monde. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, le rire et tout ce qui va vraiment nous faire rire, nous faire sourire, aide à lâcher sur les émotions. C'est pour ça que je vous explique ça avec, toujours des métaphores ou des exemples un peu, exagérés ou, dithyrambiques qui vont vous amener à sourire. Parce que le moment où vous souriez, quand vous pensez, quand vous pensez à l'émotion douloureuse, ben vous avez gagné. Parce que vous étiez triste et d'un coup, votre esprit, il est en train de rire. Parce qu'il s'imagine votre tristesse à côté, avec le mascara qui a coulé à fond, qui est comme ça en disant: «Oh, c'est horrible si tu arrives à ça». C'est pas que vous vous moquez d'elle, c'est que le moment où vous arrivez à utiliser une métaphore pour faire un écart avec votre émotion, ça vous aide, hem, ça vous aide à prendre du recul et à réussir à observer cette émotion, plus de manière plus neutre, sans la juger, sans la critiquer, sans vouloir la faire disparaître. Alors, j'avance un petit peu. C'est pour ça que je vous apprends à méditer. Méditer, c'est aussi une autre manière de prendre du recul par rapport à nos émotions et c'est ce qui, permet de développer notre moi observateur, la partie de nous qui regarde sans mots, sans parler. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts et dans mon dernier live. Le moi observateur, c'est le binôme du moi pensant. Bah, le moi pensant, c'est vos pensées qui blablatent, toute la journée dans votre tête et le moi observateur, c'est celui qui regarde et celui qui regarde, si possible en conscience et ce moi observateur,
On le fait pas beaucoup travailler dans notre culture, dans notre société, voire pas du tout et c'est vraiment important de comprendre que le seul moyen de faire naître et grandir ce moi observateur, c'est de méditer. C'est-à-dire c'est une sorte d'entraînement la méditation, c'est un entraînement du moi observateur. En gros, on le fait bosser, on le fait bosser, on le fait bosser et j'ai Ola qui me dit: «Moi, je ne sais pas méditer». Eh ben, je vais vous montrer ce que c'est méditer. Là, je m'arrête, je regarde ce qui se passe autour de moi. J'écoute ce que mon moi observateur dit dans ma tête. Je peux aussi regarder, mon souffle. Faites comme moi. Juste vous regardez, vous observez. Et vous êtes en train de méditer. C'était tout simple. Méditer, c'est juste regarder ce qui se passe en vous, dans votre tête, dans votre corps ou à l'extérieur. Par exemple, on peut faire une méditation sur, une fleur. On regarde une fleur pendant 5 minutes et on regarde, ce qu'elle fait, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du vent? Mais c'est sans commenter et sans juger, c'est juste regarder. La méditation, c'est les yeux, alors que, votre moi, pensant, c'est la bouche. Il blablate, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et d'ailleurs, quand on médite, on est un peu choqué de voir à quel point notre moi pensant blablate. Et il y a des gens qui disent: «Mais mon Dieu, je j'ai essayé de méditer et en fait, c'est horrible, ça parle tout le temps, ça dans ma tête, ça parle en permanence, ça parle en permanence, c'est une horreur». En vrai, ça parle tout le temps dans votre tête, sauf qu'on a des mécanismes qui font qu'on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est toutes ces pensées qui tournent en permanence dans votre tête et souvent d'ailleurs parfois sans aucun contrôle, hein, c'est un peu comme la télé, hein, il y a pas trop le CSA, a pas un contrôle, merveilleux sur ce qu'on pense et quand on commence à aller jeter un œil grâce à notre moi observateur, quand on commence à aller jeter un œil à tout ce que notre moi pensant raconte dans notre tête, c'est là qu'on lui dit: «Mais pourquoi tu penses ça?» Ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Mais pourquoi je pense ça?» Et là, quand vous vous dites ça, vous prenez du recul parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vos pensées et ça, c'est merveilleux. Donc là, l'idée de la méditation, hem, c'est d'apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous avec du recul, pour ne plus être collé à ce que vous ressentez. Est-ce que vous voyez la différence entre ces 2 phrases? «Je suis en colère» et «Je ressens de la colère». Est-ce que vous voyez la différence? Ou pour vous, ça veut dire la même chose? «Je suis en colère, je ressens de la colère». C'est quoi la différence entre dire et penser: «Je suis en colère» alors que «je ressens de la colère», c'est pas la même chose? Oui, tout à fait, Jamila. Je ressens, il y a la prise de recul. Ah, moi j'aime bien cette phrase-là, je suis jamais en colère. Ça, faudra me le dire et d'ailleurs, si on n'est jamais en colère, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit on a très bien posé des limites dans sa vie personnelle et dans ce cas-là, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas de raison d'être en colère. Soit notre colère est un peu déréglée et peut-être qu'on se sacrifie un petit peu trop. Nous ne sommes pas nos émotions et ça, c'est le plus important à comprendre. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées. C'est vraiment cette idée de prendre de la distance avec notre émotion. Si je dis: «Je suis en colère», c'est presque je dis: «Je suis la colère». C'est tout entier à l'intérieur de moi. Si je dis: «Je ressens de la colère», j'ai déjà fait un écart avec ma colère, avec ce que je ressens et je peux aussi le laisser passer. Parce que si c'est pas moi l'émotion, bah, ça va déjà un peu mieux et je vous mettais là je vois qu'il y en a qui le citent dans les commentaires, John Kabat-Zinn qui dit que les émotions, c'est comme des vagues, on peut pas les arrêter. Personne ne peut arrêter une vague. Vous vous pointez, à Osgore, vous vous mettez devant un gros rouleau et vous voulez essayer d'arrêter la vague, qu'est-ce qui se passe? La même chose que quand vous essayez de gérer vos émotions. On peut pas gérer une vague, ni arrêter une vague,
mais on peut apprendre à surfer dessus. Et c'est vraiment ça l'idée de la régulation des émotions. C'est l'émotion arrive, on monte avec elle, on part avec elle, on lui demande: «Qu'est-ce que tu as à me dire?» et ensuite on évalue si ce qu'elle a à dire est utile ou pas et on avance. Et là, Ola qui nous dit une psy qui lui a dit une phrase qui l'a marquée: «Les pensées ne sont pas les faits». Alors ça, c'est un autre point important, c'est qu'en fait, très souvent, on pense des trucs faux, hein. C'est c'est magique. Quand vous commencez à faire de la méditation et à observer tout ce que vous pensez, heu, vous arrivez à vous dire: «Ah bah oui, tiens, je me suis trompé». Ça vous permet de vous dire: «Ah oui, j'ai mal analysé la situation. En fait, tout va bien». Et quand votre émotion, elle entend ça, elle s'apaise, elle se dit: «C'est bon, mon job est terminé. Je lui ai donné son message d'alerte. Il a traité l'émotion. Il s'est rendu compte que mon émotion, mon message, était erroné. Il a traité l'info. Pas de souci, on avance». Donc, accepter ces émotions, c'est vraiment reconnaître leur présence sans essayer ni de les changer, ni de les juger, parce que ça voudrait dire que vous refusez de traiter l'information. Si vous voulez changer l'émotion qui vient vous apporter un message, c'est que vous refusez son message. Si vous jugez le messager qui vient vous apporter un message, c'est que vous refusez son message. Et donc là, on est vraiment dans l'idée de écouter le message de l'émotion et essayer de réagir au message, pas au messager. Et après, libre à vous de réagir au message comme, vous le souhaitez, du plus intelligemment possible. Le souci, c'est que nous sommes vraiment prédéterminés à répondre à nos émotions par rapport à des réactions qu'on a appris durant l'enfance. On a vraiment des automatismes, des schémas de réponse émotionnelle qui sont tellement rapides que, vous avez déjà réagi à votre émotion avant même d'avoir capté que vous aviez eu une émotion. Est-ce que, vous avez déjà repéré vos schémas répétitifs d'apparition, des émotions? Est-ce que vous savez qu'il y a une situation où il suffit qu'on vous dise ce truc et ça vous fait partir en vrille direct? Une phrase, mais une phrase toute simple, je sais pas, peut-être même c'est même pas une insulte, il suffit qu'on vous dise ce truc et ouh là, on vous a perdu. Ah, je vois plein de oui. Voilà, je vous rassure, moi aussi j'ai mes petites phrases, très, déclenchantes. Ça, c'est parce que quand on était enfant, notre cerveau a mis en place des stratégies de réponse émotionnelle et aujourd'hui, il les applique comme un bon petit soldat. Notre cerveau, il est un peu feignant sur les bords, voire, très, très feignant et une fois qu'il a créé des réponses, une fois qu'il a fait ses petits chemins neuronaux, de réponse à une situation problème, en fait, il les utilise souvent. Le souci, c'est que quand on a créé ces schémas de réponse émotionnelle, on était enfant. Et dites-vous bien que si déjà à l'âge adulte, on n'est pas, des as de la régulation émotionnelle, quand on était petit, c'était pas fameux non plus. Donc là, forcément, les réactions émotionnelles automatiques qu'on a héritées de notre enfance, c'est très utile de prendre conscience qu'elles sont là, parce que de toute manière, très clairement, hein, à part, des années de travail assidu et acharné sur vous-même pour pouvoir les recanaliser, on va dire ça comme ça, c'est très difficile de les empêcher de venir. Parce que c'est un truc, c'est automatique, c'est comme un réflexe quand vous allez, chez le médecin qui vous tape sur le genou et que ça fait monter votre jambe comme ça, il y a pas de ça monte pas, c'est automatique. Et bah, les schémas de réponse émotionnelle, c'est la même chose. L'idée, c'est pas de se défaire de ces schémas. Le mot défaire est pas exact, c'est plutôt de connaître nos schémas pour pouvoir ensuite dire: «OK, je sais que je vais réagir comme ça. Ah, j'ai réagi comme ça. Bon, maintenant je rattrape le coup et je réagis autrement». C'est vraiment un je fais avec ce qui est, je me culpabilise pas d'avoir réagi comme ça parce que, on peut pas refaire le monde, hein, on va pas remonter en arrière, petite machine à remonter dans le temps. Je voudrais avoir une autre enfance, s'il vous plaît. Je voudrais avoir d'autres, schémas répétitifs de émotionnels et encore. Même si on remontait le fil et qu'on vous offrait les meilleurs parents du monde, je suis pas certaine que vous n'auriez aucun, schéma, dysfonctionnel, émotionnel parce qu'on ne peut pas vivre une enfance sans aucun traumatisme. C'est impossible.
Même si on nous mettait dans une bulle, on serait traumatisé de vivre dans une bulle et on aurait d'autres schémas répétitifs très embêtants. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit et de se dire: «Je ne veux plus réagir comme ça, mais je sais que je vais réagir de cette manière» et ensuite, je transforme ma réaction. Mais la première réaction, automatique, vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc c'est vraiment l'idée de comprendre le mécanisme de fonctionnement des émotions qui va vous permettre de changer d'attitude, mais une fois que c'est «fait» entre guillemets, on ne pourra pas transformer totalement une manière émotionnelle de réagir. Vraiment pas. Merci Georges. Alors je m'y connais pas trop, hein, je ne suis pas docteur, je suis psychologue. Je m'y connais pas sur les réflexes, moteurs du genou, mais c'est la métaphore qui m'est venue, pour vous expliquer un peu cette idée de ça sort quoi, ça jaillit, c'est un peu comme un geyser, votre émotion, votre réponse émotionnelle, elle sort instantanément. Et j'aime beaucoup ce dicton, faire toujours la même chose donne toujours le même résultat. Et je me dis souvent ça parce qu'on a toujours la même manière de réagir. On réagit tout le temps de la même manière parce qu'on a nos vieux schémas. Et en se disant: «OK, je fais toujours la même chose, ça donne toujours le même résultat et si j'essayais une autre manière de réagir?» Ça, c'est vraiment important. Et donc moi, je vous propose de vous connecter à vos émotions pour pouvoir les apaiser. Écouter le messager, ne pas, trucider le facteur, essayer de se débarrasser de lui à tout prix, pour pouvoir, vraiment être dans cette idée de traiter le vrai message, quitte à rejeter le message entier, mais pas l'émotion. Et quand on a du mal à, écouter nos émotions en termes de pensée, on peut commencer par essayer d'observer nos émotions dans notre corps. Nos émotions, elles parlent déjà dans le corps et le fait de regarder ce qui se passe en nous, hem, d'écouter votre corps, de voir quand ça va pas, sans le rejeter, de vraiment vous dire: «Ah tiens, j'ai mal au ventre. Tiens, j'ai des courbatures» ou «Ah, j'ai le souffle un peu court». Tout ça, au lieu de le juger et de se dire: «Ah, j'ai plus envie d'avoir ça», bien sûr que personne, aime, avoir des symptômes physiques, mais de toute manière, ils sont là. Autant les écouter et d'essayer de les relier à une émotion. Parce que souvent, votre émotion commence par vous envoyer, des messages dans le corps. Et alors, Christelle qui demande comment interpréter le message de l'émotion et ça, c'est vraiment un jeu d'entraînement. C'est vraiment un jeu d'entraînement, un jeu d'écoute. À force de vous poser, d'accepter l'émotion, de lui dire: «Vas-y, j'attends, je suis toute oui, j'écoute. J'écoute le message, même si le messager est très désagréable, j'écoute le message. Je prends du temps pour l'écouter». Faut bien vous dire que vos émotions, elles sont complètement traumatisées, hein, parce que ça fait des années qu'à chaque fois qu'elles se pointent, vous leur claquez la porte au nez, voire vous leur courez après avec des fourches. C'est c'est nos émotions, on les a tellement rejetées dans notre vie que forcément, maintenant quand elles viennent, elles sont pas super, zen avec nous. Il faut aussi voir qu'il y a le poids de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, heu, où on a essayé de tuer nos émotions. Vous me direz pas le contraire, tout le monde a essayé de tuer ses émotions. Et donc là, maintenant quand elles viennent, alors elles sont sympas d'ailleurs, hein, de revenir parce que c'est vraiment ça qui est étonnant, c'est qu'elles continuent leur job, elles sont tenaces. Franchement, moi je connais des employés qui auraient démissionné, hein, depuis longtemps. Et donc là, c'est vraiment cette idée, hem, de dire: «J'apprends à écouter».